Aujourd'hui, on va s'intéresser à un véritable thriller agricole. Une histoire qui se joue en silence, dans nos champs, dans nos serres, et qui met en scène un ennemi minuscule, mais aux conséquences gigantesques. Et voilà le résultat. Ça, c'est la scène du crime. Des tomates, un des légumes les plus consommés au monde, complètement dévastées, bonnes à jeter. La question c'est, qui a fait ça? Alors, quelle est cette force invisible qui peut provoquer un tel désastre? On parle de récoltes entières qui peuvent être anéanties, ce qui, bien sûr, a un impact direct sur notre sécurité alimentaire. Allez, c'est parti, on mène l'enquête pour débasquer le coupable. Première étape de notre enquête, identifier notre suspect. On va dresser son profil. Eh bien, le voilà, notre coupable. Franchement, il ne paie pas de mine, n'est-ce pas? On dirait une petite mythe inoffensive, mais il ne faut pas s'y fier. Ce papillon, qui fait à peine 6 ou 7 mm de long, c'est lui le responsable de tout ce chaos. Son nom, Tuta absoluta. Alors, Tuta absoluta, c'est son nom scientifique. Dans le jargon, on l'appelle la mineuse de la tomate sud-américaine. C'est un tout petit papillon de nuit, et comme son nom l'indique, sa cible préférée, eh bien, c'est le plant de tomate. Mais attention, elle peut aussi s'attaquer à d'autres plantes de la même famille, comme la pomme de terre ou l'aubergine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder son parcours. À l'origine, ce papillon vient d'Amérique du Sud. Il a été repéré pour la première fois en Argentine en 1964. Et puis, pendant des décennies, il est resté là-bas. Mais en 2006, énorme surprise, on le retrouve en Espagne. À partir de là, tout s'accélère. En à peine 2 ans, il a colonisé toute l'Afrique du Nord. C'est une véritable invasion planétaire qui s'est faite de manière quasi invisible. La grande question, c'est comment un si petit insecte peut-il être aussi destructeur? Eh bien, son super pouvoir, si on peut dire, c'est sa biologie. Son cycle de vie est une machine de guerre, d'une efficacité redoutable. Alors, tout part de ça, des œufs. Ils sont minuscules, à peine visibles, de couleur crème, la femelle les dépose généralement sous les feuilles, et quand ces œufs éclosent, c'est là que les vrais ennuis commencent, parce que ce qui en sort, ce sont les larves, et ce sont elles les véritables destructrices. Cette larve va se goinfrer et grandir, puis elle va se transformer en chrysalide, soit dans le sol, soit cachée sur la plante. Et quelques jours plus tard, de cette chrysalide sort un nouvel adulte, un nouveau papillon qui n'a qu'un seul but, se reproduire et recommencer le cycle. La boucle est bouclée et le cauchemar continue. Et ce cycle, il peut aller très très vite. C'est ça sa plus grande force. Tout dépend de la température. Regardez, à 14 degrés, il faut environ 76 jours pour boucler un cycle complet. Mais dès qu'il fait plus chaud, par exemple à 27 degrés, eh bien ça ne prend plus que 24 jours. C'est 3 fois plus rapide. La chaleur, c'est un véritable accélérateur pour sa prolifération. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va parler chiffres et ça donne le vertige. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 260 œufs au cours de sa vie. C'est déjà énorme. Mais ce n'est pas tout. Dans des conditions favorables, il peut y avoir jusqu'à 12 générations en une seule année. Faites le calcul, c'est une multiplication exponentielle. On passe d'un papillon à des milliards de descendants potentiels en quelques mois à peine. C'est absolument fou. Ok, on a identifié le suspect, on connaît son mode opératoire. Maintenant, retour sur la scène du crime. Regardons de plus près les dégâts, la trace qu'il laisse derrière lui. Il faut bien comprendre une chose essentielle. Le papillon adulte, lui, est inoffensif. Le vrai problème, c'est la larve. C'est elle et uniquement elle qui cause les dégâts. Et elle a un appétit féroce. Feuilles, tiges et bien sûr les fruits, absolument tout y passe. Alors, premier indice, les feuilles. La larve creuse à l'intérieur, elle se nourrit du tissu végétal en laissant derrière elle des sortes de tunnels, des galeries blanchâtres. On appelle ça des mines, d'où son nom de mineuse. Le problème, c'est que ça détruit la capacité de la plante à faire de la photosynthèse et donc ça l'affaiblit considérablement. Mais elle ne s'arrête pas aux feuilles, non. Les tiges aussi sont attaquées. La larve peut y creuser, ce qui bloque la circulation de la sève, un peu comme des artères bouchées pour la plante. Ça peut aller jusqu'à tuer les jeunes plants. Et enfin, l'attaque finale, le coup de grâce, le fruit. C'est la cible ultime. La larve entre dans la tomate, s'y développe et laisse des trous de sortie et des zones noires nécrosées. Résultat, le fruit est invendable. Dans les pires cas, les pertes peuvent être totales, 100% de la récolte, anéantie. Alors, face à un ennemi aussi redoutable, comment se défendre? On ne peut pas juste utiliser une seule arme, ça ne marcherait pas. Il faut une véritable contre-attaque, une stratégie bien pensée et intégrée. Voyons comment ça s'organise. La stratégie repose sur plusieurs piliers, une approche à 360 degrés. Il n'y a pas de solution magique. Il faut combiner plusieurs actions.
D'abord la prévention, bien sûr. Ensuite, la surveillance pour savoir quand l'ennemi arrive. Puis le piégeage de masse pour réduire les populations. Et seulement en tout dernier recours, les traitements. Le premier pilier, c'est donc la prévention. Le fameux « mieux vaut prévenir que guérir ». Sous serre, ça veut dire transformer la serre en forteresse. Des filets anti-insectes partout, des sas à double porte. En plein champ, la logique est un peu différente. On va bien préparer le sol avec un labeur profond pour détruire les chrysalides qui s'y cachent. On s'assure d'utiliser des plants sains et après la récolte, on nettoie tout pour ne rien laisser à la génération suivante. Une fois que la culture est en place, on passe en mode surveillance active. Pour ça, on utilise des pièges avec des phéromones. C'est une sorte d'hormone sexuelle qui attire les mâles. Ça nous sert d'alerte précoce. Si la pression est trop forte, on passe au piégeage de masse. On met beaucoup plus de pièges pour capturer un maximum de mâles et ainsi limiter les accouplements. Il y a aussi la lutte biologique. On introduit des insectes prédateurs, des alliés, qui vont chasser et manger les œufs et les larves. Et vraiment, si toutes ces méthodes ne suffisent pas, en dernier recours, il y a la lutte chimique, mais toujours de manière très contrôlée, en alternant les produits, pour éviter que leurs ravageurs ne deviennent résistants. Alors, au final, que retenir de tout ça, de cette lutte acharnée pour protéger nos récoltes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bataille contre Tutata absoluta est un parfait exemple de la guerre invisible qui se joue en permanence pour protéger ce qu'on mange. C'est une lutte de tous les instants qui demande de la science, de la stratégie, de la vigilance. En fait, cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'un petit papillon. C'est l'histoire de la fragilité de nos systèmes alimentaires, mais aussi de notre capacité à innover pour les défendre. Et ça nous amène à une question plus large, une question pour l'avenir. Dans un monde où la planète se réchauffe, où les ravageurs et les maladies voyagent plus vite et plus loin, comment allons-nous faire pour continuer à gagner ces batailles cachées? Comment sécuriser notre alimentation pour demain? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend tous.